Merci. La parole est à Aymeric de Heurle. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, je suis ravi, pour mon premier liminaire, de passer après le conseil municipal des enfants. La participation à la vie démocratique peut commencer très tôt et je souhaite à chacun d'entre eux de pouvoir continuer à garder cette envie de chercher à améliorer les choses tout au long de leur vie. J'espère que nous pourrons garder cette envie j'espère que nous pourrons essayer de leur donner un meilleur exemple que certaines situations qui ont parfois pu se produire en cette salle. Pour ma part, en bientôt 2 ans de participation en tant qu'élu de la République, j'avoue avoir perdu ma candeur et ma fausse naïveté, mais pas mon espoir de voir des élus débattre sereinement et dans le respect de chacun, dans un esprit constructif et en veillant toujours à l'intérêt général qui doit être, théoriquement, le seul à nous guider dans nos réflexions et décisions. Depuis 2 ans, en tant qu'homme de bonne volonté, en essayant de garder mon intégrité, de toujours rester honnête et sincère, j'ai espéré que parfois nos propositions pourraient être considérées et étudiées avec sincérité là aussi. Malheureusement, force est de constater que parmi les nombreux vœux que nous avons portés, beaucoup ont été rejetés et sur les quelques-uns qui ont été acceptés, nous attendons toujours de voir leur mise en application. Vœux sur les punaises de lit, vœux sur les terrains d'aventure. J'avais espéré encore que mon vœu sur la précarité menstruelle pourrait donner lieu à un travail conjoint pour faire avancer la ville de Toulouse sur le sujet. Hélas, malgré toute la bonne volonté de Madame Besse, je ne vois toujours rien arriver dans les délibérations qui nous sont proposées. Il y a pourtant un vrai sujet, de plus en plus de monde en prend conscience. Ma seule vraie satisfaction a été le travail sur les formulaires inclusifs et je tiens à remercier encore ici Madame Ousmane, avec qui ce fut un réel plaisir de travailler. Il y a également eu la tentative de vœux communs sur le système LAPI avec Odile et M. Esnault, et nous gardons espoir qu'un compromis conforme à la demande des associations de personnes handicapées puisse être trouvé. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes tous ici pour défendre des idées qui nous paraissent aller dans le bon sens, et les divergences doivent pouvoir donner lieu à des terrains d'entente. En tant qu'élu, je cherche aussi à porter la voix de mon quartier, comme le fait également M. Alves. Nous avons tous deux à cœur de soutenir les Pradettes, un quartier où les gens s'organisent pour qu'il y ait de la vie et de l'animation, pour que la solidarité s'exprime, le vivre ensemble, et pour favoriser la mixité et l'inclusion de tous et tous. Samedi dernier, la marche festive a rassemblé près de 600 personnes selon la police, 40 millions de personnes sont les organisateurs, pour soutenir le projet de ferme agro-urbaine. C'est un projet fédérateur, voulu, souhaité par tout un quartier. Oui, il y a un manque de bénéfices financiers, mais il y a des bénéfices humains incontestables, un poumon vert au milieu de 4 écoles en cœur de quartier. Être élu, c'est aussi venir témoigner au nom de la ville et de ses habitantes et habitants de la solidarité de Toulouse avec l'Ukraine, ou pour se souvenir des attentats antisémites perpétrés par un terroriste qui agissait au nom de sa vision d'islam, comme des militants extrémistes ont assassiné un rugbyman au nom de leur vision de la France à Paris récemment, comme des partisans de générations identitaires ont, il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, agressé et violemment tabassé un jeune étudiant chilien à Toulouse au nom de leur vision de l'identité française. Ces visions ne sont pas les nôtres. Personne, ici dans cette salle, ne se reconnaît dans ces dérives extrémistes et nous les combattons toutes et tous. En ces temps de période électorale où nous entendons des discours de haine de l'autre, de rejet, où nous assistons à un concours de qui repoussera le mieux celui ou celle qui ne lui ressemble pas, montrons que nous valons toutes et tous mieux que ça et que notre vision à tous et à nous de la France, des Françaises et des Français, fait honneur à notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Si vous le permettez, maintenant, Monsieur le maire, je souhaiterais passer la parole à Odile pour la deuxième partie du liminaire de notre groupe. Très bien, je lui passe la parole, puisque vous me le suggérez. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, hier, c'était la fin de la trêve hivernale et des personnes de plus en plus nombreuses vont perdre leur logement et venir grossir les rangs des sans domicile fixe. Alors, comme pour les réfugiés ukrainiens, agissons. Agissons également pour les ATSEM de la ville qui sont en souffrance à cause d'une gestion RH lamentable. Vous ne reconnaissez pas la réalité de leur pénibilité et vous les mettez sur le même plan que celle des agents administratifs dont on doute qu'ils se cassent aussi souvent le dos que les ATSEM. Et M. de Lagouttine nous refuse pourtant les éléments demandés sur la pénibilité par métier, mais nous saurons, tôt ou tard, si les décisions de la mairie de Toulouse se sont faites au doigt mouillé ou sur des éléments factuels. Surtout,
Comment les agents peuvent-ils vous faire confiance quand vous expliquez que le fini-parti de la collecte des ordures est illégal et que Médiacité vous prend la main dans le pot de confiture à poursuivre le fini-parti avec les agents de la collecte du centre-ville? Nous avons malgré tout en commun d'avoir témoigné, à juste titre, au nom de la ville et de ses habitantes et habitants, de notre solidarité avec le peuple ukrainien et avec les victimes des attentats de 2012. Et il est de notre devoir de rappeler que le combat contre l'obscurantisme, contre les fanatiques de toutes sortes, doit être permanent. Et nous avons évidemment une pensée forte pour les 7 victimes toulousaines et montalbanaises du terrorisme. Nos pensées se tournent vers les victimes des attentats menés ici par des terroristes islamistes, mais aussi au Moyen-Orient, en Afrique, où, rappelons-le, les premières victimes sont les personnes de confession musulmane. Nos pensées vont également au peuple kurde, qui, aujourd'hui, luttant toujours pour ses droits face à Erdogan, est en première ligne face à Daesh. L'instrumentalisation d'une religion par des fanatiques, mais également le racisme, l'antisémitisme, l'intolérance sous toutes ses formes, le rejet de l'autre, mènent à la violence, voire au fascisme. Cela recoupe le 11e numéro du bulletin sur le terrorisme du ministère public chapeautant le parquet national antiterroriste, qui est consacré à la menace représentée par l'ultra-droite en France. Dans son rapport, il dresse l'inventaire à la Prévert des émotions négatives qui s'expriment dans les affaires actuellement en cours d'instruction. La haine des immigrés, des migrants, des juifs, des homosexuels, de la République, un discours profondément islamophobe, antiféministe et misogyne. Alors je nous invite ensemble à rejeter la haine d'où qu'elle vienne. Et quel meilleur moyen de lutter contre la haine que la musique? Je vous aurais bien invité à la Lohengrin, au Théâtre du Capitole, pour écouter l'orchestre emmené par Tugan Sokiev, mais vous l'avez mis dans une position intenable, poussé à la démission. Comme l'a dit le rédacteur en chef du Monde, cet humaniste n'a jamais flirté avec la dictature du Kremlin et Tugan Sokiev sera invité partout dans le monde, sauf à Toulouse. Heureusement que les membres de l'orchestre du Capitole ont, par leur déclaration, redoré le blason de notre ville. En instrumentalisant la guerre en Ukraine, en mettant en danger le maestro obligé de répondre depuis Moscou, alors que sa musique parle pour lui et pour la paix, vous l'aviez terni. Il nous a dit « J'ai besoin de dire que la chose la plus importante, je n'ai jamais soutenu et je serai toujours contre tout conflit, sous quelque forme que ce soit. Pour certaines personnes, même remettre en question mon désir de paix et penser que moi, en tant que musicien, je pourrais parler pour autre chose que la paix sur notre planète, c'est choquant et offensant. Et encore, nous, musiciens, sommes là pour rappeler à travers la musique de Shostakovich les horreurs de la guerre. Nous, les musiciens, sommes les ambassadeurs de la paix. Au lieu de nous utiliser notre musique pour unir les nations et les gens, nous sommes divisés et ostracisés. En raison de tout ce que j'ai dit ci-dessus, et étant obligé d'affronter l'option impossible de choisir entre mes chers musiciens russes et chers musiciens français, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions. Disparu du théâtre Bolchoï à Moscou et de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse. C'est aujourd'hui à nous de nous élever solennellement contre une telle défaite de la pensée, ont ajouté les membres de l'orchestre, en rendant hommage à Maurice Ravel, qui s'était opposé en 1916 au boycott de la musique allemande. Monsieur Moudinque, vous auriez justement dû écouter Shostakovich, le compositeur russe qui écrivit à propos de sa 8e symphonie de 1943 « J'ai voulu recréer le climat intérieur de l'être humain assourdi par le gigantesque marteau de la guerre et permettre aux Toulousains de retrouver leur maestro en qualité de chef invité, comme vous le demandent les membres de l'orchestre et les Toulousains. Et pour rendre vos mœurs plus aimables après vos tristes injonctions au maestro, j'ai un cadeau pour vous, et ce n'est pas un poisson d'avril. La 8e symphonie de Shostakovich par Tugan Sokiev avec l'Orchestre national du Capitole. Et pour conclure, permettez-moi de vous offrir aussi la citation du philosophe Roland Barthes. « Le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. » Merci. Monsieur Gibert.
Et je vous invite à vous déplacer compte tenu de l'accessibilité de la salle pour recueillir votre cadeau. La parole est à Pierre Esplugas. Je vous remercie, Monsieur le maire. Tout d'abord, au nom du groupe majoritaire, et à la suite de vos propos, Monsieur le maire, ainsi qu'à la suite des propos d'Antoine Maurice ou de Émeric Derle et également de Madame Morin, je voudrais m'associer à l'hommage de solidarité, à l'hommage au peuple ukrainien et donc nous réjouir, comme d'autres élus l'ont fait, de l'effort de solidarité que la ville de Toulouse témoigne en faveur du peuple ukrainien, puisque notamment dans les écoles toulousaines, nous accueillons aujourd'hui une trentaine d'élèves, je crois, Marion Lalande-Lebader, ukrainiens, et nous continuons à accueillir ces élèves à hauteur d'un rythme de 4-5 par jour. Je ne voudrais pas aller au-delà de ces considérations générales, parce que j'ai entendu des considérations générales qui dépassent le cadre de ce conseil municipal, avec des propos auxquels je m'associe finalement, hein, contre le fascisme, contre la haine de l'autre, contre l'intolérance. Il n'y a pas de sujet là-dessus, mais je ne veux pas aller au-delà dans la mesure où, vous en conviendrez, cela dépasse strictement le cadre de ce conseil municipal toulousain, et ce sont des propos d'une portée avec laquelle on ne peut évidemment qu'être d'accord. En lien peut-être avec l'Ukraine, je ne veux pas non plus revenir sur la démission de Tugantsokiev. Beaucoup de choses ont été dites à ce propos, peut-être trop d'ailleurs. Je crois qu'il est temps de calmer le jeu, et je laisserai le soin au maire de Toulouse, Jean-Luc Boudinck, de répondre précisément sur ce point et donc de faire justement donc une telle mise au point. Lorsque j'ai entendu les propos de M. Maurice, comme à chaque fois, j'ai l'impression qu'un tableau bien sombre est dressé pour ce qui se fait dans la ville de Toulouse, comme justement si rien ne se passait. D'ailleurs, en matière d'engagement, je veux juste dire un mot à M. Derle, qui s'étonne que les projets de l'opposition, les vœux de l'opposition ne soient pas toujours pris en compte par la majorité. Et oui, vous faites bien de vous défaire de votre candeur démocratique. En effet, après une élection, il y a une majorité et une opposition. La majorité est là pour mettre en œuvre ses engagements et pas nécessairement pour mettre en œuvre les engagements de l'opposition. C'est cela le principe démocratique, et ça ne me paraît pas illégitime. Je passe encore aussi sur peut-être les attaques personnelles de M. Gibert, indiquant que le maire de Toulouse est élu depuis 1987. Je ne voudrais pas faire de rappel, de parallèle pour d'autres instances où on peut également, en particulier au conseil départemental, trouver d'autres élus qui sont élus dans leur canton depuis des temps immémoriaux, mais ce serait vain que de jouer à ce jeu-là, et je n'en dirai pas plus sur ce point, ça serait trop gratuit. Voilà, Monsieur le maire, je crois ce que je souhaitais dire dans ce propos liminaire. Non, pardonnez-moi, si j'ai encore un peu de temps, oui. Madame Morin nous a enjoint d'agir concernant l'hébergement des personnes à la rue, notamment à l'issue de la fin de la trêve hivernale. Un préambule, un mot factuel peut-être là-dessus sur les personnes à la rue. Si c'est vrai, il y a eu une annus horribilis en 2020 où on avait dénombré un nombre évidemment bien trop élevé, un nombre catastrophique, enfin un nombre, oui, élevé de personnes décédées, puisqu'il y avait 21 personnes décédées en 2020. Je veux juste dire que ce nombre en 2022, à ce jour, et de zéro. Voilà ce que je veux souligner sur ce point. Vous nous enjoignez d'agir. Alors, là encore, je ne peux pas vous laisser dire que nous ne faisons rien là-dessus. Il faut que je m'y retrouve un peu mieux dans mes notes.
Puisque, donc, sur ce point, nous engageons des actions concrètes pour l'émergement des personnes à la rue et leur accompagnement, sachant que c'est une compétence de l'État sur l'hébergement d'urgence, mais pour autant, nous appuyons, nous renforçons cette action de l'État. Quelques exemples. Le service d'orientation est là pour orienter vers des solutions adaptées tous les demandeurs d'hébergement pour une nuit ou plusieurs nuits, voire à moyen terme. Nous mettons encore à disposition des logements passerelles qui ont bénéficié à ce jour à plus de 70 ménages. Nous soutenons depuis 2014 des projets expérimentaux alternatifs qui visent à proposer des solutions à des personnes en errance et qui n'allaient pas à un hébergement collectif d'urgence. Et je vous rappelle encore qu'en 2020, nous avons financé un projet innovant, le projet Virbin, avec la mise à disposition d'une villa de 250 mètres carrés et un terrain de 1000 mètres carrés, permettant une colocation solidaire et participative. Donc je ne peux pas vous laisser dire que nous n'agissons pas sur cette question délicate de l'hébergement des personnes à la rue. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le maire. Bien, quelques mots en réponse. D'abord, un mot pour Antoine Maurice et Aymeric de Heurle qui ont plaidé pour ce qu'ils ont appelé le projet de ferme urbaine des Pradettes. Il y aurait donc un projet. On va voir s'il y a un projet. Pour moi, il n'y a pas de projet. Pour moi, il y a une idée qui a été émise par le comité des Pradettes avec lequel nous travaillons de manière régulière sur un tas de sujets. Cette idée, effectivement, c'est de remplacer la construction de logements prévus par une ferme urbaine. Et nous avons été vraiment dans une attitude d'ouverture puisque, à l'époque, ceux qui avaient cette idée nous ont demandé un délai pour préparer le projet. Et nous nous sommes entendus avec eux sur ce délai. Nous nous sommes entendus avec eux sur ce délai. Ce n'est pas nous qui l'avons fixé unilatéralement. Et donc, ce délai est arrivé à son terme. Et respectant notre parole, Christophe Alves, maire de quartier, et les autres élus concernés par leur délégation recevront les porteurs de cette idée, peut-être d'un projet, le 8 avril prochain. Et ils verront alors si l'idée de l'époque s'est transformée en projet. Pour qu'il y ait un projet, les conditions d'un projet doivent être réunies. Il ne suffit pas d'émettre une belle idée. J'ai écrit à l'époque au collectif des Pradettes et je leur ai donné les conditions nécessaires pour qu'il y ait un projet, évidemment, un projet viable, équilibré. Sinon, ce n'est pas un projet. Ces conditions sont très claires. Dans la mesure où on enlève le projet de logement, parce que là, le projet de logement, lui, il existe. Ce n'est pas une idée, c'est un projet. Il y a une perte de recettes pour la collectivité, donc au détriment du contribuable toulousain. Cette perte de recettes de plusieurs millions doit donc être compensée par le projet. Pourquoi? Parce que la ZAC, elle est déjà déséquilibrée, et j'ai envie de dire c'est normal, parce qu'on a fait le choix du service public, on n'est pas dans une vision de rentabilité financière, mais les principes de bonne gestion et de respect des Toulousains, des contribuables toulousains, commandent que ce déficit, qui est déjà de plusieurs millions, ne soit pas aggravé de plusieurs millions supplémentaires. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, puisqu'on parle d'une ferme, il faut qu'il y ait un fermier. Et donc je ne doute pas que le 8 avril, les porteurs de l'idée viendront avec une personne qui se déclarera prête à exercer ce beau métier de fermier. Pour qu'il y ait projet, il faut qu'il y ait un financement pour l'investissement que ça représente. Et donc là aussi, il appartiendra aux porteurs de l'idée de venir avec les recettes correspondant à la création d'une ferme et à l'investissement nécessaire pour créer une mise en culture d'un certain nombre de produits agricoles qui devraient donc nous être présentés
le 8 avril. Et puis, dernier point, pour que l'investissement puisse prospérer, il faut qu'il y ait un budget de fonctionnement, il faut qu'il y ait une trajectoire, il faut qu'il y ait un équilibre économique. Et donc, là aussi, il appartiendra aux porteurs de l'idée de nous amener la démonstration que cette condition est réunie. Si l'ensemble de ces conditions sont réunies, alors l'idée sera devenue un projet. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'idée restera une idée. Sauf que le délai convenu ensemble ayant été écoulé, eh bien, s'il n'y a pas de projet, nous reviendrons au projet de logement. Ça tombe bien d'ailleurs, parce qu'il y a des milliers de Toulousains qui attendent un logement. Et donc, ça sera une bonne nouvelle sur le plan de la cohésion sociale, si jamais nous revenions au projet de logement. Monsieur Maurice, vous avez dit que le quartier avait été trop densifié. Je trouve assez piquant que cette affirmation vienne de vous. Je rappelle en effet que lorsque vous étiez dans l'équipe de Pierre Cohen, vous étiez solidaire d'une présentation que mon prédécesseur a faite à l'époque du PAE de Borde-Blanche. Et à l'époque, il était prévu, c'était en novembre 2011 très précisément, il était prévu plus de 900 logements. Lorsque nous avons été élus en 2014, nous avions eu un engagement auprès des habitants des Pradettes, celui d'une moindre densité. Et nous sommes passés alors à un projet de 375 logements. C'est ce projet de 375 logements qui est remis en cause par l'idée alternative de la ferme proposée. Donc à partir de là, en matière de densité, je crois que vous n'avez pas de leçon à donner. Par contre, nous avons dédensifié le projet d'urbanisation des Pradettes. Troisième sujet de mon propos complémentaire, Tougan Sokiev. J'ai été, comme les musiciens, comme beaucoup de Toulousains, extrêmement triste de sa décision de mettre fin au contrat qui nous liait avec 3 mois d'avance. Et je regrette beaucoup l'utilisation politicienne que vous faites de ce triste événement. Utilisation politicienne, et lorsque vous, Monsieur Maurice, vous déplorez la mauvaise image donnée, c'est justement la polémique et l'utilisation politicienne de cet événement regrettable qui donne la mauvaise image. Voilà la vérité. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qui s'est passé, mais au moins, je vous demande de ne pas réécrire les faits, de respecter les événements tels qu'ils se sont passés. Je le dis à vous, Monsieur Maurice, et je le dis à vous aussi, Madame Morin, parce que j'ai noté avec beaucoup d'attention vos propos. Vous avez dit que j'avais adressé à Tougan Sokiev une injonction. Et vous avez dit, Madame, que je l'avais poussé à la démission. Et vous, Monsieur Maurice, que je l'avais obligé à démissionner. Le problème, c'est que c'est pas honnête de déformer la réalité. C'est pas honnête. Et je regrette que vous alliez sur ce terrain-là. Moi, je prends la définition du Larousse. C'est quoi une injonction? Ordre formel d'obéir sur le champ sous menace de sanctions. Et il suffit de lire la lettre que j'ai adressée à Tougan Sokiev et que j'ai rendue publique, non pas au moment où je lui ai adressé, justement. Je l'ai rendue publique après coup, c'est-à-dire après qu'il se soit exprimé publiquement, contrairement à ce que vous avez dit, Monsieur Maurice. Dans la lettre, il n'y a rien comme ordre. Il y a une demande. Une demande. J'étais l'autorité hiérarchique de Tougan Sokiev. En général, quand
je donne des consignes dans cette maison, je donne des ordres. Oui, c'est mon rôle en tant qu'autorité territoriale. Et bien là, même si son statut le plaçait sous ma responsabilité hiérarchique, je ne lui ai pas donné un ordre. Je lui ai fait une demande, parce que, justement, je respectais l'artiste, ne vous en déplaise. Et évidemment, ma lettre ne comporte aucune menace. Je ne lui disais pas « si vous faites ceci, je ferai cela. Si vous faites cela, je ferai ceci. » Je lui demandais de s'exprimer et dans la réponse qu'il a faite, il y a deux choses qui sont très intéressantes, qui sont des questions de fond. Il y a une ode à la musique et une ode à la paix. Eh bien, ça, c'est une expression. Et j'avoue que j'aurais été ravi si Tougan Sokiev avait centré son propos de réponse sur ces deux points fondamentaux. Sans plus, sans démissionner. Alors, il se serait exprimé, il aurait répondu à ma demande. J'ai écrit à Tougan Sokiev parce que je n'ai pas pu le joindre. J'aurais préféré effectivement un échange direct. À l'époque, il n'était pas en Russie. J'aurais préféré le dialogue, j'aurais préféré, j'ai l'avantage de le connaître depuis très longtemps, j'aurais préféré que l'on voit ensemble comment faire face à cette situation. Bon, simplement, je n'ai pas pu le joindre, il a refusé d'être joint, nous avions un rendez-vous téléphonique, il a annulé. Vous imaginez bien qu'à partir de là, je ne pouvais pas rester les mains dans les poches et je n'avais comme ressource que l'écrit. Et donc, j'ai écrit. Et là aussi, sur mes intentions, je souhaiterais que vous disiez la vérité tous les deux. Lorsque vous reproduisez l'affirmation erronée du rédacteur en chef du Monde, que j'ai eu au téléphone depuis, pour le lui dire, parce qu'il n'avait pas eu toutes les informations. Lorsque vous dites qu'il sera invité partout dans le monde, sauf à Toulouse, c'est faux. C'est faux. D'abord parce que dans la lettre que je lui écris le 2 mars, je lui propose justement un statut qui lui permet de revenir. Et puis, vous avez oublié, pourtant c'était la semaine dernière, le Conseil de métropole, où, jeudi dernier, j'ai dit que mon souhait, c'était qu'il revienne diriger l'orchestre. Alors, plus comme chef permanent, plus comme directeur musical, mais comme chef invité. C'est mon souhait. Donc, lorsque j'ai vu 2 jours après, écrit dans Le Monde, le contraire de ce que j'avais dit 2 jours avant, vous imaginez bien que c'était là une atteinte à la vérité des faits. Et je regrette que vous-même, qui avez été témoin de ma déclaration en tant que membre du Conseil de métropole, vous reproduisiez cette contre-vérité. Donc, ma position, c'est que je souhaite que les choses s'apaisent et que Tougan Sokiev soit à nouveau, ponctuellement, dans une situation lui permettant de diriger l'orchestre. C'est mon souhait. Est-ce que c'est le sien? Je ne sais pas. Pour cela, il faut dialoguer. Je souhaite que Tougan Sokiev emprunte les voies du dialogue plutôt que celles des déclarations unilatérales. C'est le souhait que je formule et qui, chère Madame Morin, dément votre affirmation finale selon laquelle je serais un fasciste, parce qu'au fond, c'est ça que vous avez dit à la fin. Je ne suis pas sûr que les Toulousains me connaissant adhèrent à votre qualification dont vous me gratifiez. Quand on voit les horreurs du fascisme et la manière dont je me comporte,
écoutez, je crois que les choses sont très très claires, mais je sais que c'est une très très vieille tactique de l'extrême gauche que de qualifier de fascistes tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Une fois de plus, à travers cette outrance, Madame, vous réaffirmez votre appartenance à l'extrême gauche, et moi-même, c'est une occasion de me réjouir une fois de plus que les Toulousains, par leur vote du 28 juin 2020, vous aient évité à la tête de cette municipalité. Mes chers collègues, vous n'avez pas à applaudir, ce n'est pas notre rôle. Nous allons maintenant travailler et suivre l'ordre du jour.